Ça chauffait hors caméra et pourtant on ne parlait que de la Côte d'Ivoire où le FPI et le PDCI refusent de participer à la nouvelle commission électorale. Firmin Tekou, vous aviez la parole. Oui, j'avais la parole, mais les confrères n'étaient pas d'accord avec moi. Mais parce que tu naviguais à vue dans les nuages. Parce que j'ai l'impression que des gens rêvaient. On dirait que tu es porte-parole de la France. Des gens rêvaient ici. Ils ont dit, permettez que j'aille au bout de mon développement, parce que j'ai l'impression que vous rêvez un peu. Nous parlons de pouvoir. La France, en 2010, avait décidé que c'est Ouattara qui serait au pouvoir, et la France est passée par tous les moyens pour imposer Ouattara. Les Gbagboïstes à l'époque voulaient de Gbagbo, mais Gbagbo a été envoyé par la suite à la CPI. Aujourd'hui, Ouattara, il a le soutien de la communauté internationale, et qu'on puisse faire, quoi que les Ivoiriens puissent faire, si la communauté internationale décide, c'est Ouattara qui reste là pour c'est Ouattara. L'autre chose aussi, bien sûr, on dit la rébellion, c'est aux côtés de Soro et autres, mais Ouattara, il a dirigé la Côte d'Ivoire, il a dirigé le pouvoir, c'est lui qui dirige la Côte d'Ivoire. Il a réussi à avoir quelques hommes de cette rébellion ou de cette force pro-Soro. C'est une situation que les gens n'arrivent pas à comprendre. Soit les Ivoiriens, ils vont accepter aller dialoguer, comme Mayaba le dit, ils vont dialoguer avec Ouattara ce qu'il veut pour qu'il puisse trouver un accord qui pourrait résoudre un tant soit peu cette situation, cette crise ivoirienne. Soit ils se disent, on reste en marge de la situation, c'est des partis de Ouattara, et on le laisse gérer, et nous aussi, on vient, on l'affronte avec des armes, et il y aura bain de sang. Mais ceux-là qui sortiront gagnants, c'est ceux-là qui sont au pouvoir. Oui, en fait, le dernier développement, je suis d'accord. C'est-à-dire que quand ça se passe comme ça, et toi qui es au-dessus du peuple, tu dois écouter toutes les voix résonantes. C'est-à-dire que il ne devait pas faire fi de tout le refus que les opposants sont en train de demander. Il devait revenir, ne pas dire non, bon, si vous venez, je fais avec, si vous venez pas, je continue, et après, bon, le jeu est tiré. Je suis d'accord. C'est vrai, il va gagner, mais que deviendra la Côte d'Ivoire? C'est la grande question. Le bain de sang qui serait organisé. Est-ce qu'il y a eu ce fou de ce que la Côte d'Ivoire a devenir? Il y a eu 3000 morts, aucun d'entre eux n'était mort. Non, en fait, c'est que je suis en train de dire. Actuellement, vous savez, les crimes là, ça rattrape tout le monde. Hein. Il y a Gbagbo qui est là-bas. On a concocté pas mal de choses contre lui. Il y a, je veux parler de Béchi au Soudan qui est là-bas. C'est-à-dire que on dit la roue de l'histoire, là, ça tourne. Tout ce que tu fais, te fait. Ça, il n'y a rien à faire. Donc, ça fait qu'à un moment donné de l'histoire du cours de la vie de l'homme, il doit revenir pour dire, en fait, la finalité, c'est quoi? On ne doit pas penser que, non, comme c'est moi qui ai la force, si je détiens tout le pouvoir, je ne dois pas regarder en face. C'est parce que j'ai le soutien de la communauté internationale, j'ai tel derrière moi que, bon, tous ceux qui sont, dont je suis au-dessus, je vais piétiner. Non, ça ne devait pas se faire comme ça. C'est pourquoi j'appelle le bon sens. Le bon sens voudrait qu'au-delà de tout, c'est vrai, il ne va pas négliger ces grandes forces politiques en Côte d'Ivoire. S'il n'en voit pas et qu'ils s'entêtent pour aller, c'est vrai, ils sont gagnants. Mais l'histoire le rattrapera. Ce qui est sûr, l'histoire va le rattraper. Vous êtes un prophète. Il faut aller sur un angle. Ouattara n'est pas arrivé seul à la tête de la Côte d'Ivoire. Avant la France que Firmin Tekou adore très très bien. Merci de me le très bien, et dont il vante les mérites. Il y a eu des forces en interne qui ont accompagné Ouattara à la tête de la Côte d'Ivoire. Au fil des ans, avec l'obsession du pouvoir et ce que je mets dans gourmandise d'ailleurs, la boulimie du pouvoir, il a perdu ces alliés-là qui sont aujourd'hui ses adversaires. Et ça, ce n'est pas une situation que le Togo a connue. Donc on ne va pas se mélanger les pédales autour du plateau. On ne va pas non plus tromper ceux qui nous suivent. Je suis d'accord que la France est dans son nuage. Je décide de... Mais je vous assure que la décision seule de la France n'a pas accompagné Ouattara à la tête de la Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, la France n'a pas intérêt. Si on retourne vers tout ce qui... La crise post-électorale, quand vous évaluez un peu, en dehors des pertes propres à la Côte d'Ivoire, on a également enregistré pas mal de pertes propres à la France. Et vous avez vu tout ce que ça a engendré. On n'a même pas pu évacuer des Français. Et ça, si la France s'entête à s'enfoncer dans ça, je vous dis, la Côte d'Ivoire n'est pas le Togo ni d'autres pays. Et ce pays-là, lorsque vous allez, vous entendez les Ivoiriens parler. Quand tout à l'heure, Firmin Tekou me dit que quand les armes vont parler, c'est Ouattara qui va gagner. Ah oui. Quand ça a commencé par crépiter dans les garnisons, dans les rues.
Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Il a cédé, non? En augmentant les salaires. Parce qu'il sait qu'il y a un problème à ce niveau-là. Et aujourd'hui, celui qui lui a permis, par exemple, d'asseoir ou d'avoir une ossature axée plus ou moins homogène au sein de l'armée, c'est Soro qui n'y est plus, qui est parti. Et parce que tout de suite après le départ de Soro, il y a eu des perquisitions et il y a eu une sorte de remaniement au niveau, à la tête de certaines garnisons, parce qu'il y a la peur que des gens qui sont fidèles mais vous devez savoir aussi qu'au niveau des garnisons, ce n'est pas seulement la tête qui fait la loi. La preuve, on voit par exemple de simples lieutenants qui se lèvent et qui font des coups d'État. Je dis, nous parlons d'un État africain qui a besoin de sérénité et il faut en appeler à la sagesse, s'il en a encore, d'Alassane Ouattara. Parce qu'à un certain âge aussi de la vie, il faut avoir la sagesse. Où allons-nous? Il a une famille. Les autres aussi ont des familles. On ne va pas encourager la Côte d'Ivoire à pleurer encore ou à enterrer encore des morts. On n'a pas fini, par exemple, de démanteler des fosses communes. Parce qu'avec le procès Gbagbo, vous avez vu qu'on a remis en cause toute la procédure. Et il faut tout reprendre. C'est-à-dire, il n'y a pas que Kossi dans le camp X, il y en a aussi dans le camp Y et il faudra aller chercher. Donc ce n'est pas le lieu pour Ouattara de créer une autre situation qui va conduire le pays dans un chaos ou vers un chaos. Moi, Firmin Tekou, chaque fois que les élections approchent et qu'on fait ces débats sur les commissions électorales, moi j'ai envie de demander, est-ce qu'on a besoin de tout ça? Est-ce qu'on ne peut pas trouver un autre moyen de faire des élections consensuelles? Oui, on peut facilement trouver, mais si on fait disparaître, ou si on dissout ces commissions-là, parce que ces commissions n'ont pas existé du moment où il y a les politiques qui s'y mêlent, et regardez même dans les accords, même qu'on conclut, on dit une organisation de la société civile proche du pouvoir ou de l'opposition. C'est l'appellation karma. Ça fait que ça lance du discrédit sur la composition de ces commissions électorales. Ça doit, le comportement des composants même. Oui, ça doit disparaître. La chose la plus normale qui doit exister, c'est qu'on confie la responsabilité au ministère de l'Intérieur, au ministère de l'administration territoriale qui organise les élections et puis c'est fini. Je ne suis pas d'accord. Ça c'est marché à reculons. Oui, c'est marché à reculons. Soit on va où, soit on construit quoi. C'est la politique là, karma. Ce n'est plus une question de technocrate. Non, quand on parle de l'administration territoriale, quand on parle de l'administration ou l'organisation d'un ministère, il y a des fonctionnaires qui y travaillent quand même. Il y a des gens qu'on recrute, il y a des fonctionnaires. Moi, je ne parle pas de politique. Mais vous voulez qu'on fasse comment? Si c'est le ministère qui l'organise, vous dites que ce sera... on en sera du discrédit sur les résultats. Maintenant, on a une commission. On dit commission électorale. C'est que la commission est en déphasage avec son appellation. Elle n'a jamais été indépendante. Maintenant, vous voulez ça qu'on parle. Rendons ça indépendante. On peut rendre une commission indépendante? Oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? Comment ici, dans ces conditions-là? En Côte d'Ivoire, les acteurs parlent également d'indépendance économique même. C'est une commission qui doit pouvoir mobiliser les moyens pour pouvoir organiser les élections. C'est de cela qu'il s'agit. On ne parle pas d'une caisse d'enregistrement de la volonté de X président. Pour le moment, il y a une crise de confiance entre les acteurs politiques africains. Il y aura toujours ce débat-là. Moi, je dis, à l'avenir, on pourrait reconfier l'organisation des élections au gouvernement, au ministère de l'administration territoriale qui puisse le faire. Sinon, on ne trouvera jamais de solution de satisfaction. Rodrigue, il me semble que vous rêvez ce soir. Non, en fait, on ne va pas marcher sur la tête. Il faut faire de bonnes propositions. Entre-temps, on avait fait cette expérience du ministère de l'administration de l'Intérieur qui organisait des élections et vous avez vu ce que ça a donné comme... Est-ce que c'était pas mieux? En 94, moi je rappelle au Togo, c'était l'élection la plus saluée par tout le monde. Oui, en 94, c'était le ministère de l'Intérieur. Oui. Après, en 98, on a eu la scène. On avait la scène à l'époque. C'était une véritable scène, comme dit madame. En fait, ce que nous disons, cette commission indépendante, cette commission électorale indépendante, en fait, elle doit chercher son indépendance. C'est elle-même ou comment? Non. Tant que les gens sont nommés, comment peut-on leur refuser d'être des valets, des suppôts et tout? C'est pourquoi je dis que l'État organise et qu'en plus, on veut que le pouvoir prenne tel, l'opposition prenne tel, la société civile prenne tel. Vous savez que c'est une institution politique. Quoi qu'on dise, c'est des politiques qui... C'est là la question. Est-ce qu'on a besoin de cette institution-là?
On en a besoin. Pour Pourquoi? moi, on en a besoin. Pourquoi? Parce que ce qui se fait en politique, un technocrate ne voit pas le côté politique. Hein. Oui. Est-ce que les élections, c'est politique? En fait, les élections parlent politique. C'est une question technique. C'est une question. Non, c'est vrai, technique, mais politique à la fois. Parce que est-ce qu'il y a un volet politique dans les élections? En principe, ce n'est pas politique, mais on a politisé. Et moi, je suis d'accord que ça soit politique parce que, quoi qu'on dise, cette institution qui devait en principe être technocrate doit parler des politiques. C'est comme le disent la Non, c'est-à-dire, Rodrigue Aigo, on met une commission, je rêve d'une commission technique indépendante, commission électorale technique indépendante, qui est là, qui organise une élection, qui comptabilise les résultats, tel a gagné, tel n'a pas gagné, point barre. Où est la politique? Je dis ça, c'est l'idéal. L'idéal. Maintenant, les politiques se sont saisis de la chose et introduisent des espions là-dedans pour aller foutre du bordel. C'est à partir de cet instant que cette commission-là est vidée de toute substance de crédibilité. Regardez en Côte d'Ivoire en 2010. Le même qui a proclamé Gbagbo vainqueur, il y a eu la crise, c'est le même qui a proclamé Ouattara vainqueur. Ce sont des anomalies. Regardez au Togo, en pleine proclamation de résultats, le vice-président dit on n'a jamais décidé de ces résultats-là. Il y a problème. Alors je dis aujourd'hui, le serment qu'on prête, on peut régler le problème. Hein. Aujourd'hui, quand on va prêter le serment, on dit je jure au nom de je jure, oui. Envoyez juste, je vous dis, des gens dans une sorte de couvent crédible pour que ceux-là prêtent serment. Non, je ne blague pas. Non, laisse-moi. Ça, vous délirez. Non, je ne délire pas. Non. Rodrigue, Ça doit être une insulte. Parce que le Togo est un État laïque. Il y a des musulmans. Oui, mais les couvents, il y a des chrétiens. Non, j'en viens. Si on me nomme et que je dis, ne connais pas dans les laissez-moi aboutir. Non, laissez-moi aboutir. Ouais. Vous allez voir si des gens vont s'amuser à manipuler des résultats. Parce qu'en Afrique, quand on parle du vaudou, les gens ont peur. Mais quand on parle de Dieu, les gens ne sont pas dedans. Mais concrètement, ce que je veux dire, il faut que les gens disposent d'une moralité et d'une responsabilité. Vous vous rappelez même en République démocratique du Congo, il y a eu un prêtre, l'abbé Apollinaire Malou, qui a dirigé la commission, mais c'était le même problème. Non, je vous l'assure. Mettez Jésus à la tête de la commission électorale et ça donnera le même résultat. Vous avez fait une proposition tout à l'heure en parlant d'organiser par l'administration, enfin, le ministère de l'Intérieur. C'est des hommes qui sont là-bas. Et chaque personne a une coloration politique. Oui, là, on accepte le débat. Bon, on accepte le débat. Maintenant, on est dans une commission jugée être indépendante et c'est les mêmes problèmes. Écoutez, depuis là, vous qui me critiquez comme ayant des solutions, je ne vois aucune proposition. Non, quand vous empêchez les gens d'aller au bout de leur logique, moi je développe quelque chose, c'est ma conviction. Parce que quand tu analyses, quand une conviction spirituellement religieuse, ici nous sommes, bon. Non, mais attends. Mais nous parlons. Moi, je parle scientifique. Moi, je parle scientifique. Avec des hommes qui ne s'y connaissent pas. Moi, je dis non. Des hommes qui sont en conflit permanent avec leur moralité et responsabilité. Écoutez, qu'est-ce que vous voulez? Rodrigue Aigo, écoutez, nous allons aller doucement. Monsieur, vous êtes en train de commettre l'erreur parce que ce n'est pas le chiffre dit la Cour constitutionnelle va corriger. Vous appelez ça résultat? Monsieur Aigo, nous allons continuer. Vous savez, c'est-à-dire depuis 30 ans déjà que nous sommes en train d'expérimenter ces histoires de commission électorale, on rencontre toujours les mêmes problèmes. La crise de confiance. Qu'est-ce qu'il faudrait faire maintenant? Moi, je dis simplement, il faut balayer les commissions et retourner à l'étape initiale. Confier l'organisation des élections à l'État. Un point, un trait. À l'État. Non, attendez. Il faut dissocier le ministère de l'État. Il faut dissocier le ministère de l'État. Parce que dans nos États, ce qui est ministère là, c'est le régime au pouvoir. Parce que quand ils viennent, ils installent leurs tentacules un peu partout. Donc il faut dissocier l'État de ces machins-là. D'accord. On va parler du Togo, si vous permettez. Le Togo, le Ghana, on va évoquer rapidement le contentieux maritime. Le Togo et le Ghana viennent de marquer un pas significatif dans la résolution d'un désaccord qui les oppose sur la question de la démarcation de la frontière maritime entre les deux pays depuis plus d'un demi-siècle. La nouvelle rencontre, la 5e du genre, qui s'est tenue il y a quelques jours à Accra entre les commissions spéciales des deux pays, a accouché d'avancées positives, à en croire le président du Haut Conseil de la mer, Stanislas Bamouni Baba.
Ce nouveau round de discussion indique que le ministre qui avait affirmé à l'issue de la précédente réunion fin avril qu'il était temps d'aborder le fond même des négociations, a permis d'échanger sur les données techniques et les dispositions transitoires afin de parvenir à une délimitation des territoires marins respectifs des deux pays. Le fait qu'on en soit encore à ce niveau, comme Imayaba, à vouloir délimiter la frontière maritime entre le Togo et le Ghana, on est un peu en retard sur le monde. C'est justement cela je suis en train, on est en retard. C'est ce qui a même entraîné ce grand champ de distance qui a lié nos deux États, le Ghana et le Togo, qui ont fait jusqu'à 5 rounds avant de pouvoir envisager des solutions qui ne sont pas encore trouvées. C'est vrai qu'on est en train d'aller vers des solutions médianes. Et il y a une commission qui serait là, je crois, le 15, qui va retourner pour le 10 et le 20 septembre. Le 20 septembre pour se pencher réellement sur cette question technique, parce qu'il faut d'abord limiter la mer pour que chaque territoire ou chaque pays connaisse les limites de son de sa frontière maritime. Donc quand c'est comme ça, il y a longtemps que on a négligé certaines choses qui sont en train de nous rattraper. On aurait pu éviter tout ces tentacules-là, tout ce qui s'est passé, on aurait pu éviter cela. Si depuis là, les gens avaient pris la décision de dire c'est vrai que nous sommes des pays voisins, mais il faut à un moment donné se demander mais ce qui m'appartient. Mais quand on veut mouler tout dans un flou que personne ne comprend, l'histoire, je l'ai dit tantôt, ça rattrape. C'est ça, cela nous sommes en train d'assister. Mais heureusement, fort heureusement qu'il y a une solution qui est envisagée. On espère vivement que d'ici le 15, le 10 et jusqu'au 20, du 15 au 20, qu'on puisse, par rapport à ces questions techniques-là, trouver éventuellement. C'est vrai, j'apprécie, je salue vivement le ministre, l'ancien ministre Stanislas Bamou Baba, qui, à l'époque où il était ministre, avait fait un travail noble. Ça, il faut le reconnaître. Aujourd'hui, il va rendre compte de tout ce qui a été discuté à Accra. Et à Lomé, c'est vrai que les choses sont piétinées autrement, on n'a pas trouvé. Je dis, quelle que soit la durée de la nuit, le jour viendra. Firmin, le Togo et le Ghana veulent s'entendre, en tout cas pour délimiter leurs frontières, leurs frontières maritimes. Enfin, c'est des questions très techniques, mais ça crée des tensions depuis fort longtemps entre les deux pays. Oui, ça crée des tensions, mais sauf que ces tensions ne sont pas tellement palpables. C'est ce que nous pouvons saluer pour les deux autorités, où on peut saluer juste la sagesse de nos deux peuples, parce qu'on serait dans d'autres pays ou dans d'autres circonstances, on serait déjà allé aux affrontements peut-être sanglants. Mais vous savez, le problème, c'est à quel niveau? C'est au niveau du bloc pétrolier, c'est tout. C'est parce qu'il y a du pétrole là-bas. Il y a du pétrole à la mer. C'est pour cela que les deux n'arrivent pas à s'entendre. Et il n'y a pas longtemps, je pense que les autorités ghanéennes ont envoyé une agence pour explorer un bloc pétrolier au niveau de Keta, au niveau de Keta Est là. Mais c'est à ce niveau que les autorités togolaises n'étaient pas totalement d'accord. Les autorités togolaises ont dit ce territoire maritime là, ça nous appartient. Cette partie du pétrole là, c'est à nous, c'est nous qui devrons explorer cette partie et non le Ghana. C'est là où les deux n'arrivent toujours pas à s'entendre, parce que quand on voit les enjeux qui sont au cœur de ce débat, c'est toujours les blocs pétroliers qui sont à ce niveau, au niveau de Keta. Rodrigue Aigo. Oui, vous savez, je dis, il y a des réalités qu'il faut affronter dans la vie. Keta, si sur l'océan, Keta appartient au Togo, sur terre battue comme ça, Keta doit aussi appartenir au Togo. C'est-à-dire, si on s'amuse à mener cette guerre, en fait, la chance ici, c'est que les populations qui sont des pêcheurs par profession et depuis leur vie viennent de là, et c'est uniquement eux qui longent les côtes jusqu'au Nigeria, un peu partout. C'est pour ça qu'on ne voit pas de danger ou d'affrontement. Alors aujourd'hui, il y a pétrole, et vous, si vous voulez prendre le pétrole, prenez aussi ces peuples-là avec vous. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'il y a une limite du Togo sur la mer à Keta ou après Keta, et que sur terre, par exemple, c'est à Flaou, ici, à Kodjo-Viakopé, par exemple. Ça ne s'explique pas. Ça ne s'explique pas. Parce que où est-ce que le Togo va installer sa base? De l'autre côté, vous savez également que, c'est vrai, c'est sur la mer, mais quand vous quittez, par exemple, Keta pour atteindre le port de Tema,
Ce n'est pas une trop grande distance. Donc, cette guerre, elle mérite d'être vraiment rude. Mais il faut replanter le décor. Qu'est-ce que nous voulons? Nous voulons rapatrier cette portion de terre-là, ou bien nous voulons uniquement la richesse maritime et laisser ces populations-là gonfler l'effectif du Ghana et partager ses ressources avec. C'est là aussi. Et le Ghana sait aussi également que cette zone-là, sur le plan, sur la terre battue, est riche. Ben, c'est vrai, on ne l'a pas développé toutes ces années, toutes ces décennies, parce que, dans un premier temps, ce n'est pas notre territoire. Maintenant, si c'est ça, voilà, si c'est ça aussi, donc il ne faut plus discuter. Je crois pour moi, le débat est à ce niveau. Qu'est-ce qu'on prend? Qu'est-ce que vous prenez? Qu'est-ce que vous laissez? Parce que là, vous êtes en train de chercher une richesse, vous laissez le passif. Et ça va créer des ennuis. Mais, comme je l'ai dit, ils peuvent rapidement remettre les bases solides de cette discussion. Quand tu prends les propos du ministre, tu lis beaucoup plus des déclarations diplomatiques. Parce que si après 5 rounds, c'est maintenant qu'on va vers la probable mise en place pour discuter du fond sur les 4 autres rounds, ou sur les 5, on a discuté concrètement. Moi, je vois, ça dit que l'épine dorsale même est là. Ça dit quand vous regardez bien, même la dernière qu'on envisage, je crois que du 20, qu'on parle d'une équipe technique qui va se pencher, c'est l'ultime phase. Maintenant, qui va faire la délimitation? Pour le moment, on a mis ça en veilleuse, rien n'est encore discuté. Si vous regardez bien, on a dit, mais il faut une délimitation. Ce que dit le ministre, c'est que quand ces équipes vont se rencontrer les 10 et les 20, ils vont parvenir à des conclusions sur le tracé possible qui seront soumis aux deux chefs d'État. Conformément au droit international. Donc c'est là le problème se pose. Ça a l'avantage de qui? En défaveur de qui? Et qui va le faire? C'est là qu'intervient beaucoup plus la diplomatie. Alors, je ne sais pas, tout à l'heure, si on nous disait que Keita ne fera plus partie du territoire togolais, est-ce que le Togo va se taire? Comment les tracés se feront? C'est là aussi, il faut penser la chose autrement. Est-ce que, déjà, vu déjà que cette zone est déjà une zone très riche et qu'aujourd'hui, on va la partager entre deux États, qui la prendra, qui ne la prendra pas, le ainsi est là. Mais le danger, pour moi, plante toujours. Il va falloir qu'à la fin, qu'on dise qu'on a trouvé une solution par rapport à cette portion. En tout cas, peut-être une petite parenthèse. N'oubliez pas qu'aujourd'hui, j'avais parlé de cette guerre de sécession au Ghana. Si aujourd'hui cette guerre donne aussi quelque chose, figurez-vous que ce qu'on va délimiter aujourd'hui sera encore remis en cause. Parce que ceux-là aussi vont revendiquer la question leur propriété. De la délimitation intervient à un moment où il y a un conflit, enfin, des velléités sécessionnistes dans le Togoland, là. Et tout cela doit, quand le Togo et le Ghana veulent s'entendre sur la frontière, et qu'il y a ces velléités, je ne sais pas si vous voyez un peu le rapport. Oui. Je vois bien le rapport. Vous citez quelqu'un quand même. Non, c'est une situation qui peut être, comme Yemabal dit, il parle avec beaucoup plus de sagesse, où il appelle les deux autorités à plus de sagesse. Et il y a une vérité, mais il y a même quand ceux qui sont sur le Togoland, là, il y a des gens qui veulent eux-mêmes être indépendants. Ils ne veulent ni appartenir au Togo, ni au Ghana. Il y a cet aspect-là aussi. Et l'autre aspect, c'est que le Ghana veut s'approprier ce territoire-là à jamais. Et du jour au lendemain, les autorités togolaises aussi voudraient à l'avenir conquérir ce territoire et l'intégrer au Togo. Donc je pense que c'est 3 choses fondamentales à gérer avec le temps. Mais où est-ce que nous sommes en train d'aller? Mais il faut souligner que c'est Rodrigue Agbou qui l'a dit, depuis longtemps, cette partie n'a jamais été développée. Donc quand vous voyez Accra, comparé à cette partie du Ghana, ce n'est pas développé parce que les Ghanéens se disent du jour au lendemain, les autorités togolaises ou les Togolais pourraient un jour reprendre leur territoire. Où est-ce que nous sommes en train d'aller? Mais il faut reposer le débat et savoir exactement ce que, là où tout le monde veut aller, et que chacun sorte ou parte avec quelque chose. Que personne ne dise, nous on veut tout reprendre. Les Togolais vont dire, on veut tout reprendre, et les Ghanéens vont dire, non, parce qu'avec tout ce que nous avons passé comme année, on ne peut pas tout vous laisser, et ainsi de suite. Ça va être un peu plus compliqué. En tout cas, ça pose la question de ces frontières artificielles, ces lignes imaginaires que la colonisation nous a léguées, qui s'appellent frontières, alors que de part et d'autre de ces lignes, vous avez les mêmes peuples, les mêmes langues, les mêmes coutumes, les mêmes pratiques. Oui, c'est parce que, vous savez, à un moment donné, nous-mêmes,
on n'avait pas pris conscience de cette richesse-là qui constitue la famille, la collectivité. On s'est laissé diviser. Vous avez Kofi. Il y a une localité au Togo. Quand vous allez à Batoumé, vous avez Batoumé Togo, vous avez Batoumé Ghana, séparés par la frontière, et vous avez le même chef, qui est chef de Batoumé Togo. Il est le même chef, il est chef de Batoumé Ghana. Alors, quand vous prenez par exemple ça voudra dire qu'en réalité, cette histoire de frontière, on n'en a pas besoin. Quand vous allez un peu plus haut, vers Pétoé, vers Khokoué, tout ça là, c'est-à-dire, de part et d'autre de la frontière sont les mêmes familles. Le gars, il sort ici, il va à l'école là-bas. Hein? C'est la même maison, on a divisé en deux. Les gens vont au champ de l'autre côté, donc le soir. C'est un problème au fait que en Afrique, si nous-mêmes on était un peu intelligents, on peut se départir rapidement de ça. La preuve aujourd'hui, il n'y a pas de barrière qu'on va installer dans l'océan qui va empêcher les poissons de naviguer. Non, il n'y en a pas. Mais quand vous rentrez un peu c'est justement ça, à la frontière, est-ce que les poissons... Les poissons vont respecter les lignes de démarcation, bien sûr. Le poisson doit savoir qu'il est au Ghana. Ou bien on va les colorer. Non, c'est une situation dramatique. Il a dit tout à l'heure, il a cité un exemple. Les exemples sont légion. Quand vous rentrez vers le nord, en fait, vers Balou, tout ça, il y a un village, enfin, notre village s'appelle Madiatom. Il y a Madiatom Togo, Madiatom Bénin. Vous comprenez que c'est le même marché. C'est la même chose à Saint-Cassé. Vous avez Saint-Cassé du Burkina, vous allez voir que la même famille se retrouve dans la même... nom. Et puis vous allez, c'est les mêmes chants que nous faisons, c'est le même peuple, c'est les mêmes danses traditionnelles, mais on vous dit que c'est au Bénin. Là, le problème s'est posé fondamentalement jusqu'à ce qu'on a invité les autorités. C'est pour ça qu'il faut supprimer les frontières. Maintenant, ces frontières, est-ce que c'est arbitraire? Non, j'ai dit que c'est le colon qui l'a institué. Et c'était pour assouvir à leurs besoins. Et on même à l'époque de chez eux, ils sont en train de sauter les frontières pour avoir de grands ensembles. Mais ici, ils corsent même les choses à telle enseigne que...